toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, si nombreux et si nombreuses, on vous en remercie dès maintenant. Et à la veille d'un grand événement pour lequel je vais une avant-dernière fois vous faire une page de publicité assez longue, et donc je m'excuse pour celles et ceux qui l'auraient déjà entendu lors d'une précédente conférence. Comme vous le savez sans doute, nous organisons ce week-end, donc samedi 29, la première édition d'un salon du livre, intitulé Protestants Livres, salon du livre doublé d'une journée de commémoration des 500 ans de l'anabaptisme. Et avant de vous présenter le programme en détail, il me faut vous rappeler également que la veille, donc ce vendredi 26 à 18h30, nous accueillons l'historien Jérémy Foa pour une conférence sur les guerres de religion, puisqu'il en renouvelle l'approche depuis plusieurs années maintenant, avec son livre paru il y a quelques années, Tous ceux qui tombent, et puis un paru en fin d'année dernière qui s'intitule Survivre, une histoire des guerres de religion. Donc il viendra présenter ce travail le vendredi soir. Il devait rester sur le salon, mais finalement il ne peut pas rester. Et donc si vous voulez le rencontrer et l'écouter et vous faire dédicacer ses ouvrages, il faudra venir nous voir vendredi, soit à 18h30. Pour les plus courageux d'entre vous qui voudraient venir et à la conférence de vendredi et au salon du livre de samedi, malheureusement les étudiants, dont certains sont présents ce soir, je les en remercie, ont encore cours, et donc ceux qui vivent au-dessus de nos têtes ne peuvent pas libérer leur chambre, donc nous ne pouvons donc pas vous proposer la nuitée au Stift entre la nuit de vendredi à la journée de samedi. On est désolé. Mais donc si vous venez samedi, vous pourrez rencontrer une trentaine d'auteurs, historiens, théologiens, écrivains, auteurs de bande dessinée également, en signature dans cette salle et dans la salle Capiton qui est juste à côté. Et l'invité d'honneur de ce salon est l'acteur et dramaturge Lionel Astier pour une nouvelle pièce de théâtre sur les Camisards qui s'intitule Élise ou la colère de Dieu. Parmi les actualités éditoriales sur le salon, vous pourrez rencontrer Marion Muller-Collard qui signe un petit volume sur la foi intitulé Croire dans la nouvelle collection Qu'est-ce que ça change de la mort et de Fides, dont elle est par ailleurs la directrice. Et nous aurons aussi sur le salon l'historien Hugues Dossy, qui vient de publier chez Perrin une histoire politique de la Réforme française, donc qui est sortie en fin de semaine dernière. Et vous pourrez également rencontrer cinq contributeurs du volume La France Huguenote, paru aux presses universitaires de Rennes, une somme historiographique qui fait déjà date et qui va faire date pour longtemps sur l'histoire du protestantisme, qui est paru à l'automne dernier, et qui ne se consacre pas seulement au protestantisme français de la France de l'intérieur, comme on dit ici, puisque notamment le portrait de Jean Stourne, des collections du chapitre de saint Thomas, y est reproduit, et il y a évidemment des textes qui l'accompagnent. En plus du salon proprement dit, vous pourrez, si vous descendez au sous-sol à la médiathèque, écouter 2 tables rondes sur l'histoire et la théologie de l'anabaptisme le matin, et l'après-midi, de nouveau entendre notre conférencier du soir, Mathieu Arnold, que nous sommes très heureux d'accueillir pour l'apparition d'un livre qui fait déjà date. Mathieu Arnold, je le présente, même si nombre d'entre vous le connaissent, est historien et professeur d'histoire du christianisme moderne et contemporain à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Comme cet intitulé l'indique, Mathieu Arnold a plus d'un tour dans son sac d'historien. Spécialiste de Luther, il est évidemment expert du siècle de la Réforme, et notamment dans sa dimension alsacienne, et vous aurez l'occasion donc d'en avoir confirmation ce samedi. Mais il est également contemporanéiste, et a travaillé, et travaille encore, sur plusieurs théologiens du XXe siècle, dont pour ceux liés à Strasbourg, Oscar Kuhlmann, et celui qui nous réunit ce soir, Albert Schweitzer, dont vous avez derrière moi un portrait peint, dont Mathieu vous reparlera peut-être à l'occasion, qui fait partie des collections de peinture du chapitre de saint Thomas. Donc, sur Albert Schweitzer, Mathieu Arnold a publié de nombreux travaux, articles ou livres, parmi lesquels Schweitzer, les années alsaciennes, aux éditions de la Nuée Bleue en 2013, et Albert Schweitzer, la compassion et la raison, chez Olivetan en 2015. Il a contribué à plusieurs volumes des études schweitzeriennes, dont en intégralité pour le volume 14, consacré à l'engagement de Schweitzer pour la paix, et nous l'avions d'ailleurs reçu pour ce volume. Et si nous l'accueillons ce soir, c'est donc pour une importante biographie de 500 pages, parue début janvier aux éditions Fayard. Enfin, avant de lui laisser la parole, vous dire également que pour la médiathèque, Mathieu Arnold a écrit une exposition en 25 panneaux, dont vous en avez 4 à l'entrée qui sont posés sur la table, exposition sur Albert Schweitzer, que nous avons reçue ce matin de chez l'imprimeur, et qui sera disponible au prêt à partir du mois de mai. Elle sera empruntable par toute structure, paroisse, association, qui souhaiterait la présenter à son public. Il y a également des jeux de cette famille Albert Schweitzer qui vous sont offerts par le service de l'enseignement religieux de l'UEPAL, donc n'hésitez pas à vous servir en repartant. Et donc j'ai assez parlé, et je lui laisse maintenant la parole pour cette présentation de la biographie de Schweitzer, et bonne conférence à toutes et tous. Merci.
Bonsoir mesdames, messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce qu'il faut que j'approche ce micro? Voilà. Sinon je le prends en main. Voilà. Alors, je suis très honoré d'être parmi vous. Je salue toutes les personnes qui se sont déplacées. Je suis un peu perplexe cette année parce que je suis amené à faire de nombreuses conférences sur la vie d'Albert Schweitzer, qui évidemment ne change pas d'une conférence à l'autre, mais je n'ai pas du tout envie de dire la même chose d'une conférence à l'autre, parce que je serais le premier à m'ennuyer. Et donc, dans chaque lieu où je suis, j'essaye d'emprunter des chemins de traverse et de parler de choses qui sont en lien plus familier avec le lieu où je me trouve. Et c'est pourquoi j'espère que vous ne serez pas frustrés d'entendre parler assez souvent lors de la présente conférence du Stift, le foyer pour étudiants protestants théologiens à l'époque de Schweitzer. Nous avons des Stiftiens parmi nous, je les salue, mais donc vous n'aurez pas droit à une vie intégrale de Schweitzer, même pas en 1 heure aujourd'hui. En 2017, j'avais présenté en 22 minutes la vie de Martin Luther, mais j'étais plus alerte qu'aujourd'hui. Donc je n'arriverai pas à faire cela pour Schweitzer en 50 minutes, mais j'aimerais avoir quelques flashs sur sa vie, en lien notamment avec le lieu où nous nous trouvons. Quelques remarques cependant générales. Pourquoi rédiger après tant d'autres un ouvrage sur Albert Schweitzer, alors même que je m'étais promis de ne pas poursuivre sa biographie en 2013 lorsque j'avais rédigé les années alsaciennes? Eh bien, c'est par curiosité, parce que je voulais connaître la fin de l'histoire. Je voulais connaître la fin de l'histoire, et d'abord, on ne la connaît pas d'après les écrits autobiographiques de Schweitzer, puisqu'il s'arrête en 1931 avec Ma vie et ma pensée. Et d'autre part, notre chance et aussi notre malheur, ce sont justement ces écrits autobiographiques d'Albert Schweitzer qui nous disent énormément de choses tout à fait justes, mais qui, à des décennies parfois de distance des événements, peuvent aussi se tromper dans des dates, ramasser des évolutions longues dans des tournants ponctuels. Donc il y a bien des raisons de ne pas se contenter des biographies de Schweitzer, pas seulement parce qu'elles s'arrêtent en 1931. Alors vous me direz, mais vous n'êtes pas le premier à écrire sur Schweitzer, il y a même d'excellentes biographies françaises qui ont été rédigées dans les années 90 et depuis. J'en conviens, il y a des biographies extrêmement bien écrites, mais qui ne répondent pas à ce qu'on attend d'une biographie scientifique, c'est-à-dire, et mes étudiants présents le savent bien, lorsqu'il y a des citations, que j'en trouve la référence. On a souvent des auteurs qui ont lu beaucoup de choses, mais malheureusement, on n'arrive pas à retrouver ces choses en lisant leurs ouvrages. Bon, vous avez aussi des paresseux qui sont allés à Günzbach, qui n'ont consulté que quelques dossiers et qui ont fait une biographie, alors qu'il faut aller à Günzbach pendant des années et chaque année pendant des semaines entières si on veut en tirer quelque chose. Donc il y a aussi le facteur temps, me semble-t-il, c'est-à-dire que pour écrire un ouvrage, c'est comme le vin, il faut se laisser le temps. Je ne me suis pas dit au 1er janvier 2024, dans un an, c'est l'anniversaire de Schweitzer, il faut absolument écrire un livre pour pouvoir être dans les devantures des librairies. Mais j'ai pensé beaucoup plus en amont, et c'est ensuite que je me suis rappelé qu'il y avait cet anniversaire qui approchait. Sachez que mon éditeur, il aurait voulu le livre d'après le contrat au 1er janvier 2023. Je n'y suis pas parvenu, bien sûr, mais voilà, il est sorti à temps pour cette année. Donc le facteur temps, la consultation d'archives nombreuses, et je vais partager avec vous des découvertes. Vous n'aurez pas besoin d'acheter le livre, donnant un certain nombre de choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Tout cela explique que je me sois décidé
avec crainte et tremblement, parce que ne serait-ce que dans cette pièce, il y a des tas de gens qui connaissent beaucoup plus de choses sur Schweitzer que moi, de rédiger cette biographie qui ne prétend pas être complète. Comment voulez-vous rédiger en 500 pages une biographie complète de quelqu'un qui a mené au moins 5 vies, qui a été prédicateur, qui a été directeur du Stift, qui a été philosophe, qui a été enseignant à la faculté de théologie, qui a été médecin, et puis spécialiste des questions relatives à l'atome vers la fin de sa vie. Donc la question d'une biographie complète est toute relative, on va dire simplement un petit peu moins lacunaire que celles qui ont précédé et fondée beaucoup plus sur les sources que celles qui ont précédé. Mes successeurs ont encore beaucoup de travail. Alors je prends Schweitzer quelques années avant qu'il n'entre au Stift. Vous voyez, dans sa famille, entouré de son père Louis, de sa mère Adèle, de ses sœurs, dont j'ai toujours du mal à savoir qui est Marguerite, qui est Louise, etc., et de son petit frère Paul, qui lui est plus facile à reconnaître. Donc vous voyez des gens qui sont très sérieux, parce que le temps de pause était sans doute assez long à l'époque, qui sont endimanchés. Vous voyez que Albert Schweitzer est déjà le plus grand. Vous savez ce qui lui arrivera quelques années plus tard, lorsqu'il passera le baccalauréat. Pour faire des économies, il avait emprunté le pantalon noir à un de ses oncles qui était petit et obèse, alors que lui-même était grand, et malgré l'assortiment de ficelles qu'il avait utilisé pour faire tenir le pantalon, cela se voyait quand même, cela procurait un certain effet comique, et l'inspecteur du baccalauréat a pris Schweitzer pour un mauvais plaisant. L'affaire aurait pu mal se tourner, vous vous rendez compte, s'il n'avait pas eu le baccalauréat, il ne serait pas entré à la faculté, et puis toute l'histoire aurait changé de cours. Alors cette affaire, il la raconte dans Les souvenirs de mon enfance, écrit de 1924. Je n'avais jamais trouvé d'autres sources qui corroboraient ce récit. Or, à Günzbach se trouve une correspondance tout à fait particulière entre Anna Schäfer, la fille du pasteur de Münster, qui logeait à Mulhouse avec Schweitzer chez son oncle pendant que lui était lycéen. Anna Schäfer était plus âgée que lui, et jusqu'à la fin de sa vie, elle a entretenu une correspondance avec Schweitzer et elle a soutenu l'hôpital de Lambaréné. Mais elle disait aussi à Schweitzer, « Ta théologie, elle, je ne l'apprécie pas trop. » Il était trop libéral pour cette femme, mais elle a quand même soutenu l'hôpital. Or, dans une lettre des années 1900 que j'ai retrouvée, eh bien, elle évoque la question du pantalon noir avec l'assortiment de ficelles et l'habitour. Vous voyez, déjà, première source que j'ai pu croiser avec une source plus connue. Alors ici, vous avez la thèse du père d'Albert Schweitzer, Jean Mathésius, sa vie et ses œuvres, 1871. Thèse, c'est sans doute plutôt un mémoire de maîtrise. Le père de Schweitzer n'était pas docteur, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qu'il a changé avec les productions de Schweitzer lui-même? C'est que cette thèse a été rédigée en français. Son père a suivi encore des études à la faculté de théologie française de Strasbourg. Il avait comme maître des gens tels que le spécialiste de la Bible Édouard Reuss, bien connu dans cette médiathèque, et d'autres professeurs. Reuss est resté, après 1871, à l'université devenue allemande. D'autres professeurs sont partis et ont fondé la faculté de Paris en 1877. Mais ce mémoire en français, il est important pour moi parce que c'est une des autres raisons pour lesquelles j'ai rédigé cet ouvrage, la question du biculturalisme, du bilinguisme de Schweitzer. Je veux dire par là que les biographes de Schweitzer, jusqu'à présent, c'était soit des Parisiens,
soit des Berlinois, soit des Américains. Je ne parle même pas des Américains, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux sources. Les Berlinois, ils en ont généralement fait un Allemand, bien évidemment, et les Parisiens, ils en ont fait un Français. Et personne ne s'est rendu compte que Schweitzer ne voulait pas être rangé dans une de ces deux cases, et que, malgré tous les ennuis que ça lui a apporté, il était alsacien avec cette double culture, et que cela est resté jusqu'à la fin de sa vie, une bénédiction pour ce qui est de sa production littéraire, une malédiction dans la mesure où, de 1913 aux années 1950, et ça aussi j'ai pu le montrer sur la base de sources inédites, il y a des rapports de police le concernant et mettant en doute sa loyauté vis-à-vis de la France. J'y reviendrai. Mais jusque dans les années 1950, quand il est nommé à l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui n'est pas rien, eh bien, vous avez les autorités policières en Alsace qui se demandent, ou ailleurs, qui se demandent qui est ce Schweitzer. Il y a des enquêtes sur lui, surtout chaque fois qu'il vient recevoir un prix en Allemagne. Donc, j'insiste sur cette double culture de Schweitzer, ce qui signifie la maîtrise de l'allemand et du français. Sans cela, vous ne pouvez pas vous promener dans l'œuvre de Schweitzer. Mais Schweitzer va avoir des professeurs allemands. Il entre donc à la faculté de théologie protestante en 1893, à l'âge de 18 ans, et il entre en même temps au Stift. Un de ses professeurs préférés, vous le voyez ici, il s'agit de Heinrich Julius Holzmann. C'était une sommité dans le domaine des études néo-testamentaires. Il était venu de Heidelberg, où il avait enseigné auparavant. Ce qui s'était passé, c'est que l'université impériale créée après 1871 a cherché à attirer l'élite des professeurs allemands avec des traitements intéressants pour qu'ils quittent leurs universités attractives et qu'ils viennent à Strasbourg. Ça a été le cas de Holzmann qui, jusqu'à sa retraite, a fait toute la fin de sa carrière à Strasbourg. Cet attrait des professeurs allemands par l'université de Strasbourg, la Kaiser Wilhelms Universität, est aussi intéressante à un autre point, c'est que le futur beau-père de Schweitzer, Harry Breslau, eh bien, qui était maître de conférence à Berlin, est venu à Strasbourg enseigner l'histoire. Il a été nommé professeur à Strasbourg. À Berlin, il n'aurait pas pu être nommé professeur, et ici, l'histoire d'il y a plus de 100 ans rejoint l'actualité toute récente. Il avait des collègues éminents, antisémites, qui à plusieurs reprises ont barré son nom pour la liste des nominations. Ce qui fait que Harry Breslau, à plusieurs reprises, a dû céder la place à des gens moins brillants que lui, du seul fait qu'il était juif. Or, il se trouve qu'à Strasbourg, cette université impériale n'avait pas la moindre prévention contre les juifs. Et donc, sa carrière s'est très bien déroulée. Il a même été nommé recteur qui est l'équivalent de président d'université chez nous. Voilà. Donc, Holzmann, alors, c'est celui qui a mis le pied à l'étrier à Schweitzer. Là, vous avez une lettre de 1898. Albert Schweitzer demande au professeur docteur Holzmann de remercier chaleureusement donc les autorités qui ont attribué la bourse Gold pour justement l'octroi de cette bourse destinée notamment à des voyages. En fait, 1898, 5 ans après le début de ses études de théologie, Schweitzer a passé son premier
cycle en théologie. Après 5 ans, il a fait son premier examen théologique, comme on l'appelait alors. Pour nos étudiants, aujourd'hui, ce sera la fin du master. Et comme cet examen a été très brillant, alors ça aussi, je le sais par une lettre qu'il a adressée le jour même à son oncle de Mulhouse et à Anna Schaeffer. Et il leur dit, tout a marché à souhait. Cela fait longtemps, ont dit les professeurs, qu'il n'y avait pas eu un examen aussi brillant en faculté de théologie. Holzmann m'a encouragé à faire au plus tôt ma thèse, et en même temps, parce que Schweitzer suivait aussi des études de philosophie, en philosophie, on le poussait aussi à faire une thèse. Alors, je remercie le directeur actuel du chapitre de Saint-Thomas, Marc Urban, qui m'a communiqué ce document. Tout le monde savait que Schweitzer avait reçu la bourse Gold, mais là, vous avez le document, la lettre de remerciement de Schweitzer qui atteste qu'il a bien reçu cette bourse, qui était une bourse d'un montant suffisant pour vivre durant plusieurs années. L'étudiant s'engageait simplement à rembourser ces sommes s'il n'avait pas terminé sa thèse. Alors ça, c'est dommage que ça n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont en bénéfice de contrats doctoraux et qui ne terminent pas leur thèse. Pas mes doctorants, hein, mais ceux des autres, bien sûr. Mais ils n'ont pas à rembourser ces sommes. Il faudrait réintroduire ces dispositions. Je pense que là, les gens termineraient leur thèse. Avec Schweitzer, pas de risque. Vous savez ce qui s'est passé. Non seulement il a fait sa thèse en théologie, mais d'abord il s'est précipité pour faire sa thèse en philosophie. Une thèse en philosophie sur Kant, dont vous a parlé il y a quelques séances le professeur Rucher, j'étais malheureusement pas là ce soir. Une thèse sur Kant, puis dans la foulée une thèse en théologie sur la scène, et pour faire bénéficier un camarade au plus tôt de la bourse Gold, il n'a pas utilisé toutes les 5 années. Il l'a fini avant. Il l'a fini dès 1900. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui a bénéficié de la bourse Gold, à tort parce que lui n'a pas terminé sa thèse. Et je ne vous dirai pas quel était son nom, mais il faisait partie des enseignants qui ont été recrutés en 1918 par la faculté redevenue française. Et même si c'était un homme très talentueux, il a sans doute dû davantage son recrutement à sa francophilie affichée qu'à ses publications. Mais ça, c'est une autre histoire. Sautons quelques années. Albert Schweitzer va être, dès 1898, prédicateur, non loin d'ici, à l'église de Saint-Nicolas, d'abord comme vicaire en formation, puis à partir de 1900 comme vicaire à temps plein. Il n'est pas pasteur titulaire, parce qu'il y a déjà 2 titulaires qui ont à peu près l'âge de son père. Il est pasteur vicaire. Ça ne veut pas dire qu'il fait moins que les autres, ça veut juste dire qu'il est beaucoup moins bien payé. Voilà. Et il n'a pas à s'occuper des réunions du conseil presbytéral. Mais pour le reste, il prêche aussi souvent que ses collègues. Alors, là aussi, il y avait une légende qui disait si Schweitzer travaillait beaucoup, c'est parce qu'il prêchait moins que ses collègues. Il ne faut jamais croire les légendes, il faut les mettre en question. Donc moi j'ai consulté les registres, j'ai consulté les prédications de Schweitzer, j'ai fait mes comptes, et j'ai remarqué que non, il prêchait autant que ses collègues, puisqu'il prêchait en moyenne un dimanche sur 2. Et il avait par ailleurs 2 collègues. Il prêchait peut-être même plus souvent que eux. Alors là, vous avez un texte pas très lisible d'une prédication de Schweitzer, mais sachez que l'intégralité des sermons de Schweitzer, rédigés en allemand, la paroisse allemande de Saint-Nicolas, a été conservée, sauf dans les années 1920, quand il a repris son activité. Parfois, on n'a plus que des plans détaillés et pas de prédication complète. Donc ici, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui va venir parler dans quelques séances, c'est Jean-Paul Sorgue, qui a traduit énormément de sermons d'Albert Schweitzer,
en français, donc il faut demander que la santé lui soit accordée pour qu'ils les traduisent tous, parce qu'il y en a encore un certain nombre. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est une prédication qui n'est pas dogmatique, qui est plutôt éthique. C'est une prédication qui est engagée, sans être vraiment politique. C'est une prédication qui invite chaque personne à trouver sa vocation et à œuvrer au royaume de Dieu. À partir de 1903, Schweitzer, que vous voyez ici au milieu, vous avez une première rangée de 7, c'est celui qui est au milieu. Je ne peux pas vous dire c'est celui avec la moustache, parce que vous voyez, chers étudiants, la plupart de vos prédécesseurs avaient une moustache à l'époque. Ils avaient aussi des drôles de petits chapeaux. Ils appartenaient en fait à des corporations estudiantines allemandes. Et puis ce que vous voyez, et qui change évidemment d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la moindre jeune femme à l'époque. Les premières étudiantes seront admises à la faculté au lendemain de la Première Guerre mondiale, suite à quoi le directoire se plaindra, et un des lointains successeurs de Schweitzer, Baldinsberger, qui ne manquait pas d'humour, a dit au directoire « Ce n'est pas de notre faute si nous avons le malheur que les jeunes filles s'intéressent à la théologie ». Mais c'était de l'humour. Simplement, le directoire, une fois que ces jeunes filles avaient des diplômes, il fallait bien les employer. Et ils étaient embarrassés dans un premier temps. Donc pas de jeunes filles parmi les étudiants. Pourquoi est-ce que Schweitzer se charge de la direction du Stift en 1903, alors même qu'il est déjà prédicateur, qu'il enseigne, j'aurais dû vous le dire, le Nouveau Testament à la faculté depuis 1902, et que, de surcroît, c'est un musicien, interprète de Bach, organiste apprécié. Pourquoi encore directeur du Stift? Eh bien parce que Schweitzer, alors pour deux raisons. Premièrement, Schweitzer voulait devenir ce qu'il appelait l'éducateur des pasteurs alsaciens. En tant que professeur, il ne les voyait que quelques heures par semaine, et à l'époque, les professeurs avaient encore moins d'heures à donner que nous aujourd'hui. Les étudiants vont se dire, c'est pas possible, mais si. Mais c'était quand même un service complet. Donc, il voulait avoir plus d'influence sur eux, et il se disait qu'en tant que directeur du Stift, cela serait possible. Il est nommé à l'automne de 1903, et visiblement, cette influence se fait sentir. Je cite une lettre qu'il adresse à sa future épouse, Hélène Breslau. Bien sûr, je vous recommande la lecture des 3 volumes de la correspondance entre Schweitzer et Hélène, édité par Jean-Paul Sorgue, et surtout le premier tome, et je crois qu'il est épuisé, tout à fait remarquable. Voilà ce qu'écrit Schweitzer. « Au Stift, je suis très heureux. Les étudiants ont de la sympathie pour moi, et mon autorité se fait valoir sans effort. J'ai même pu tenter de reprendre un étudiant qu'on avait renvoyé l'an dernier. Et j'ai pu garder un autre qui s'était rendu impossible également. » Vous voyez qu'il y avait des problèmes de discipline avec certains étudiants au Stift à l'époque. Peut-être que si on avait introduit des jeunes filles, ça aurait adouci les mœurs. Mais en tout cas, je m'occupe d'eux paternellement et j'espère les remettre sur le bon chemin en les faisant travailler. Mais cela me prend beaucoup de temps car je revois leurs travaux tous les soirs. L'un d'eux vient justement de nous interrompre. Et donc Schweitzer arrête là sa lettre à Hélène. Donc première raison, exercer une influence bienfaisante sur les étudiants. Deuxième motif, Schweitzer s'était décidé à l'âge de 21 ans que jusqu'à l'âge de 30 ans, date du début du ministère de Jésus, il se vouerait à la théologie, à la philosophie, à la musique, et qu'ensuite il se consacrerait à un service humanitaire. Mais il ne savait pas quelle serait la forme que revêtirait ce service humanitaire. Et dans un premier temps,
ce n'était pas l'Afrique qu'il avait en vue, mais il voulait adopter des jeunes garçons pour les éduquer. Quel rapport avec le Stift, me direz-vous? J'y viens. C'est que le directeur du Stift bénéficiait alors d'un vaste logement de fonction, et Schweitzer, un peu naïvement, se disait que s'il allait toquer à la porte des orphelinats en disant « j'aimerais adopter des enfants », on se contenterait de lui demander s'il avait un appartement suffisamment grand pour les accueillir. Et donc il pensait que c'était une condition même suffisante que d'avoir ce grand appartement du directeur de fonction. Alors attention, il a dû se battre parce qu'au chapitre de saint Thomas, certains enseignants ont voulu lui donner simplement un petit appartement de 2 pièces parce qu'il était célibataire. Et donc il a dû engager une lutte, comme il le dit à Hélène, pour obtenir le grand appartement, ce sur quoi les chanoines du chapitre ont cru qu'il voulait se marier. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il avait ces projets d'adopter des enfants. Malheureusement, alors vous avez ici Schweitzer, sur la photo qui a fait la couverture des années alsaciennes, dans un de ses bureaux, alors qu'il se trouve au Stift dans les années 1900. Mais ce projet d'adopter des orphelins s'est heurté à des réticences et à des résistances, à l'époque déjà, quand un homme seul frappait à la porte des orphelinats, on le regardait de manière un peu curieuse. Et donc, le projet de Schweitzer a échoué. Et c'est là que nous en venons à la brochure de la Société des missions évangéliques de l'automne 1904. Vous connaissez tous cet épisode qui se passe au Stift. Schweitzer raconte qu'un matin de l'automne de 1904, eh bien, il était à son bureau quand on lui a apporté son courrier avec le journal des missions évangéliques de la mission de Paris, qu'il avait l'habitude de lire depuis son enfance. Il tombe sur un article d'Alfred Bögner, un Alsacien mais qui dirige la Société des missions, les besoins de la mission au Congo. Schweitzer lit cet article et il raconte dans Ma vie et ma pensée, une fois que j'avais terminé la lecture, j'étais rempli de sérénité, ma quête avait pris fin. Autrement dit, il savait ce qu'il allait faire. Voilà ce qu'il dit dans Ma vie et ma pensée. Mais là encore, les souvenirs ramassés à des décennies d'intervalle dans une autobiographie ont tendance à simplifier un cheminement plus long. Et moi, en tant qu'historien, c'est pas que je sois absolument méfiant envers tout. C'est pas une biographie hyper critique. Je ne vous ai pas présenté un Schweitzer déstructuré ou que sais-je, rassurez-vous. C'est quelque chose de classique. Mais si j'ai plusieurs sources, j'aime bien les comparer. Et donc, je me suis rendu compte que cette idée d'avoir pris sa décision à l'automne de 1904, ça entre en contradiction avec la correspondance avec Hélène, puisque tout au long de l'année 1904, mais jusqu'au printemps de 1905, Schweitzer continue de chercher des enfants à adopter. Et ce n'est qu'en mai-juin 1905 qu'il écrit à Hélène que désormais son choix va se porter vers l'autre plan, celui qui ne le ramène pas, qui ne le maintient pas dans son univers familier, mais qui le mène dans le lointain en Afrique. Et pourquoi se décide-t-il au printemps 1905 enfin pour l'Afrique? Alors c'est vrai que depuis l'automne, la pensée du Congo français faisait son chemin dans sa tête, mais il continuait de chercher des orphelins, parce qu'en mai de 1905, c'est son autre plan lié au Stift, celui d'éduquer les futurs pasteurs, qui lui aussi, qui avait bien commencé, il avait une bonne influence sur les étudiants, je peux vous citer d'autres lettres, ce plan-là échoue aussi parce que les professeurs de la faculté
et notamment l'effort, le professeur qui est responsable du Stift, trouve qu'il en fait trop, qu'il donne des cours de soutien aux étudiants dont il n'aurait pas besoin, et donc lui demande de faire le minimum, mais de ne pas continuer à s'occuper comme il le fait des étudiants. Et à ce moment-là, eh bien, ces deux plans liés au Stift ont échoué. Là, vraiment, il se décide pour l'Afrique. Bien sûr, l'idée avait fait son chemin depuis l'automne de 1904, mais il n'est pas vrai qu'en reposant la brochure, Schweitzer savait à l'automne de 1904 qu'il allait partir pour le Congo. Donc toutes ces années, vous l'avez compris, ont été marquées par une correspondance intense avec sa future épouse, Hélène Breslau, et cette Hélène Breslau qu'on voit ici en 1912 en train de lire avec Schweitzer des manuscrits quelque temps avant leur départ pour l'Ambarénie, parce qu'ils vont partir en Afrique tous les deux, et j'insiste là-dessus, c'est l'œuvre autant d'Hélène que de Schweitzer, même si elle n'a pas eu la santé qui lui a permis d'accomplir tous les voyages qui ont été accomplis par son mari. Pourquoi est-ce qu'Hélène corrige avec Albert les manuscrits? Non pas qu'elle soit une théologienne érudite, même si elle était très cultivée, ou une philosophe, mais elle avait un avantage sur Schweitzer, c'est qu'elle n'était pas une Alsacienne, elle était une Allemande de souche. Fille d'un professeur venu de Berlin, elle était Altdeutsch. Et ça veut dire qu'elle écrivait mieux l'allemand que Schweitzer, même s'il avait fait toute sa scolarité depuis l'âge depuis l'école primaire et maternelle dans une Alsace allemande. Si on compare la thèse que Schweitzer a rédigée sur Kant en 1898, alors qu'il ne connaissait pas Hélène, à son histoire, par exemple, des recherches sur la vie de Jésus de 1906, qui a été corrigée par Hélène, vous me direz, c'est peut-être Jésus qui est plus facile que Kant. Je sais pas, mais ça n'explique pas tout. En tout cas, le style de Schweitzer est beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Et donc, on le doit à Hélène Breslau, sa future épouse. Épouse qui n'a fini par épouser qu'en 1912 et partir avec elle à l'Ambarénie. Quand on lit la correspondance de Schweitzer avec Hélène, à un moment donné, on se dit « Non, mais c'est pas possible, on va se trouver en présence d'un nouveau Kierkegaard, il va l'épouser ou pas maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, heureusement qu'elle était plus persévérante que lui, et finalement, les choses se sont faites. Alors, je passe sur la Première Guerre mondiale, et comme je vous avais promis des sources inédites, je vous les donne. En octobre de 2024, alors que j'étais pratiquement en train de corriger les premières épreuves de mon ouvrage, je reçois un message de connaissances qui me disent « Nous avons des documents tout à fait inédits relatifs à Schweitzer. » C'est une personne qui est la fille de quelqu'un qui avait fait des études d'administrateur colonial et qui avait été à l'Ambaréné en 1958 et qui a rapporté avant l'indépendance des dossiers relatifs à Schweitzer pour qu'on ne les détruise pas. Et donc j'ai été en possession de documents relatifs à Albert et Hélène durant la Première Guerre mondiale. Vous savez que dès que la guerre éclate, ce sont des citoyens allemands dans une colonie française, ils se font mettre aux arrêts. Schweitzer, après quelques semaines, menace de ne soigner plus personne, ni les blancs ni les noirs, et à ce moment-là, on le laisse resoigner les noirs, mais donc on a une correspondance entre Schweitzer et l'administrateur colonial de l'Ambaréné, et d'autre part une correspondance entre l'administrateur colonial de l'Ambaréné et ses autorités. Quand les cahiers Albert Schweitzer de 2025 auront paru, vous trouverez des choses à ce propos
dans ses cahiers, ça ne saurait tarder. Que nous apprennent ces lettres? Elles nous apprennent que du côté de l'administrateur colonial de Lambaréné, celui qui connaissait le mieux Schweitzer, aucun problème. Il écrit à ses supérieurs que Schweitzer n'est pas du tout suspect, qu'il ne fait pas de politique, qu'il se voue à son œuvre humanitaire et que même si son épouse est allemande d'origine et espère sans doute la victoire de son pays, elle non plus ne fait pas de politique et qu'on ne peut qu'admirer leur œuvre. Que croyez-vous que vont faire les supérieurs? Eh bien, les supérieurs qui ne connaissent pas Schweitzer vont dire « ce n'est pas possible, cet homme est suspect, voire très suspect, on continue l'enquête ». L'enquête se prolonge, il n'y a évidemment rien à dire, sinon à dire le plus grand bien de Schweitzer. Cela ne suffit pas, et en 1917, un des supérieurs de l'administrateur de Lambaréné dit « si Schweitzer veut prouver son patriotisme, qu'il aille combattre en France contre les Allemands, sinon nous l'enverrons dans un camp de concentration en France. » Ce qui s'est passé en 1917-1918 avec son épouse Hélène. Les documents rapportés en France par cet administrateur colonial se rapportent aussi aux années 30. Et nous voyons que la surveillance se poursuit dans les années 30 et que les successeurs de cet administrateur disent eux aussi « l'œuvre de Schweitzer est admirable, il faudrait même que le gouvernement français la subventionne ». Réponse des autorités, ce pasteur allemand est particulièrement suspect, Schweitzer avait été réintégré dans la nationalité française, est particulièrement suspect, il faut continuer à le surveiller. Et je vous passe les détails, mais en France, ça continuera jusque dans les années 50. Quelle est la leçon que l'historien doit en tirer? C'est que les rapports de police ne sont pas paroles d'évangile et que souvent ils sont là. Donc, à noter aussi pour ceux qui étudient les pasteurs durant la Seconde Guerre mondiale et que par conséquent, eh bien, il faut les examiner de manière critique. Et là encore, les confronter avec d'autres sources. Ceux qui ont connu Schweitzer sur le terrain ont toujours eu la meilleure opinion de lui. Ceux qui ne le connaissaient pas mais qui avaient des préjugés en sont restés à ces préjugés. Alors ici, vous voyez un programme d'audition à Saint-Thomas. Schweitzer est revenu eh bien, en Alsace à l'été de 1918. Il reprend une partie de ses activités. Il ne sera plus jamais directeur du Stift. Il ne sera plus jamais professeur à la faculté de théologie protestante, mais par contre, et c'est tout à l'honneur de l'Église de la Confession d'Augsbourg, elle lui avait promis quand il était parti en 1913 qu'il pourrait réintégrer ses fonctions de pasteur, elle le reprend comme pasteur à Saint-Nicolas. Et il reprend ses activités, vous le voyez, de concertiste à l'église de Saint-Thomas, tout près d'ici, dont il avait contribué à sauver l'orgue Zilbermann une douzaine d'années auparavant, même si ça lui avait attiré quelques inimitiés avec d'autres organistes, à commencer par Fritz Munch. Dans les années 20, et là vous avez une photo qui est assez connue, est-ce que c'est vraiment au Stift, une des salles du Stift, oui, où il prépare son deuxième voyage. Au printemps de 1924, il va repartir en Afrique. Vous voyez Schweitzer, vous le voyez sur le fond de la porte. Alors notez, ce sont des images qui ne sont pas très connues, mais entre les années 1924 et les années 30, Schweitzer a épaissi, comme vous le voyez. Il faudra attendre ensuite qu'il vieillisse un peu pour qu'il ait la silhouette familière que nous connaissons. Mais donc il est en train d'emballer des caisses de médicaments et de matériaux divers avec des étudiants du Stift. Moi-même j'ai connu un de ses successeurs au Stift, Oskar Kuhlmann, né en 1902, qui avait été professeur à la faculté
il n'avait plus été mon professeur, mais je l'avais connu ensuite, et qui me racontait justement ses emballages de caisses quand il était jeune étudiant entre 1920 et 1925. Il avait bien connu cette période. Quand Schweitzer repart en Afrique, on a un document tout à fait remarquable. Évidemment, vous pensez bien qu'aucun biographe de Schweitzer ne s'est amusé à consulter les archives du directoire. D'ailleurs, la plupart ne disent même pas que Schweitzer a prêché, ou presque, vous voyez, alors qu'il nous a laissé des centaines de prédications. Le prédicateur, on le laisse de côté. C'était important pour Schweitzer de prêcher. Eh bien, j'ai découvert dans les archives du directoire ce que on ne savait pas et qu'il n'avait pas dit dans ses autobiographies, c'est que dans les années 20, après avoir été pasteur à Saint-Nicolas, il avait été jusqu'en 1924 le vicaire de son père à Günzbach. Il avait quitté Saint-Nicolas, moi je pensais qu'il avait quitté Saint-Nicolas en 21-22 pour faire uniquement des tournées de conférences et de concerts. Non, il a été pasteur dans le consistoire de Münster, si on peut dire. Et il a rendu des services, et là, vous avez la lettre où en 1924, maintenant il demande au directoire de cesser toute activité, parce qu'il envisage de repartir. Et on a une lettre du directoire qui le remercie pour tous les services qu'il a pu rendre dans la vallée de Münster. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'était un aspect de son activité qui était peu connu, me semble-t-il, jusqu'à présent. Il arrive à Lambaréné en 1924, sans Hélène, qui est restée avec la petite Réna, et qui devra patienter jusqu'en 1927 pour le revoir. Et là, grâce à certaines personnes qui sont dans la salle, mais dont je ne veux pas heurter la modestie, j'ai pu exploiter la correspondance de Hélène et de Schweitzer entre 24 et 27. Hélène avait certes consenti au départ de son époux, mais elle ne pensait pas que ça se prolongerait aussi longtemps. Et on a des lettres, évidemment, qui témoignent à la fois de la détresse de cette femme et de certaines tensions, parce que Schweitzer, pour des raisons tout à fait louables, il lui avait fallu reconstruire 2 fois son hôpital, je vous passe les détails, s'est attardé en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant ce 2e séjour, les premiers collaborateurs arrivent. Les premiers collaborateurs arrivent d'Alsace et ils arrivent de Suisse, qui a fourni de très gros contingents de collaborateurs. Alors ici, vous avez au premier plan à gauche Victor Nessmann, fils d'un pasteur luthérien orthodoxe de Westhofen, qui n'avait pas du tout la même théologie que Schweitzer, et Victor Nessmann, qui va être assassiné par les nazis pour fait de résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Victor Nessmann est le premier médecin qui assiste Schweitzer à partir de 24-25 et qui lui permettra de ne pas seulement s'occuper de la médecine, mais de construire aussi. À gauche de Victor Nessmann, vous avez Mathilde Kottmann. Mathilde Kottmann qui, avec Emma Hausknecht, alors malheureusement Emma Hausknecht n'est pas sur cette photo, ça aurait été trop bien. C'est Émie Martin au milieu, la secrétaire un peu envahissante de Schweitzer, qui là encore s'est incrustée sur cette photo. Elle est venue à Lambaréné alors que Hélène aurait voulu y aller en 1925. Non seulement elle apprend qu'elle ne peut pas y aller, mais en plus que c'est Émie Martin qui va la remplacer pendant quelques mois pour faire la correspondance de Schweitzer. On n'a pas l'autre grande infirmière, Emma Hausknecht, qui est restée jusqu'à sa mort à Lambaréné. Et puis vous avez à droite, assis, il ne paye pas de mine, hein, mais c'est un bon, c'est Marc Lauterbourg, c'est un médecin suisse que les Africains appelaient Chinda Chinda, celui qui coupe bien. Parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement doué pour les opérations. Et donc, grâce à ses collaborateurs, et ensuite il y en aura tout le temps d'autres, l'hôpital va se développer. Schweitzer va reconstruire l'hôpital, non plus sur les terrains de la mission de Paris, mais il va acheter une concession propre.
il va faire construire des bâtiments en série, en bois, extrêmement aérés. Il va développer dès lors son concept de village-hôpital et ses collaborateurs, et notamment les collaboratrices, Emma Ausknecht et Mathilde Kottmann, mais aussi Élie Martin, qui restait en Alsace pour s'occuper de toute la paperasse, vont lui rendre les services les plus éminents. Donc je tenais à parler de cette... C'est un gros chapitre dans ma biographie que ce deuxième séjour à Lambaréné, parce que c'était un peu le qui tout double pour Schweitzer. Là, soit son projet reprenait vraiment, soit il s'arrêtait totalement. Vous vous doutez bien qu'entre 1913 et 1924, le petit dispensaire qu'il avait fondé était complètement détruit. Et il n'avait pas eu de successeur à Lambaréné. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, et puis mon éditeur me l'a aussi interdit, pour des raisons que vous comprendrez bien, mais j'aimerais sauter quelques décennies pour en venir à un autre document que vous n'avez sans doute jamais vu. C'est un portrait d'Albert Schweitzer en 1954, alors qu'il, voyez, je me retrouve dans la salle Busser où j'ai enseigné l'hébreu. Parce que Schweitzer, quand il est devenu directeur du Stift, ça c'était dans son contrat. Il devait donner des cours de soutien aux étudiants en grec et en hébreu. En grec, ça ne lui posait pas de problème. Il avait fait 2 thèses sur le Nouveau Testament. En hébreu, c'était plus compliqué. Il fallait lui rafraîchir les souvenirs. Il écrit d'ailleurs à Hélène, est-ce que vous savez ce qu'est le kéré et le kétib? Et puis il dit, voilà, j'ai repris les cours d'hébreu pour pouvoir donner ces cours à mes étudiants. Et si vous vous rendez à Günzbach, ce que vous avez sans doute tous fait, vous verrez dans une vitrine un petit cahier d'hébreu qui n'est pas le cahier d'étudiant de Schweitzer, mais qui est le cahier qu'il a préparé pour donner des cours de soutien à ses étudiants. Donc on est lors d'un des derniers séjours de Schweitzer en Europe. Ces séjours sont de plus en plus brefs, et il va rencontrer à ce moment-là son successeur, le pasteur Gustav Koch, qui est aussi un spécialiste émérite de l'histoire de la Réforme, et non seulement il va envoyer une lettre touchante à Gustav Koch, mais il va aussi lui laisser ce portrait qu'il m'a confié. Alors, quelques mots sur Schweitzer dans les années 1900. Vous savez qu'à partir de 1959, Schweitzer restera à Lambaréné et il y terminera sa vie. Il est enterré à Lambaréné, et ce serait bien qu'il y reste. Certains parlent de panthéonisation de Schweitzer. Bon, je ne pense pas, il est trop alsacien et trop pacifiste pour que ça ait lieu, mais il vaudrait mieux le laisser auprès de ses infirmières, de son épouse, etc. Voilà. En tout cas, donc Schweitzer, il est encore, vous le voyez, en Europe. 1954, c'est vraiment l'année de la gloire. À la fin de 1951, il a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. En 1953, il a reçu le prix Nobel de la paix pour l'année 1952. Et s'il se trouve ici en Europe, en juin 1954, c'est parce que quelques mois plus tard, il va se rendre à Oslo pour chercher son prix Nobel. Parce que quand il avait eu l'annonce du prix Nobel en 1953, admettons que l'un d'entre vous reçoive un télégramme de la Fondation Nobel et qui lui annonce en plus qu'il a 1 million de couronnes en plus du Nobel. Je pense que vous n'allez pas tarder à chercher votre prix. Mais Schweitzer n'était pas comme ça. Il a dit, voilà, mais j'ai encore des travaux à Lambaréné, est-ce qu'il serait possible que je le cherche un peu plus tard? On ne refuse rien à Schweitzer, et donc il a pu le chercher en 1954. Celui qui a cherché son prix en 1953, pour l'année 53, c'était George Marshall, l'auteur du plan éponyme de redressement de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Schweitzer aimait bien, quand il était en Alsace, c'est très typique, revenir dans des endroits qui lui étaient familiers. Ceux qui ont lu les lettres privées qu'il a adressées à
à Hélène Dietz savent qu'il est aussi revenu à Sarre-Union, par exemple, pour rendre visite aux dames qui fabriquaient des moustiquaires pour ces malades. Donc il revenait un petit peu en pèlerinage dans tous les endroits où il pouvait évidemment se trouver. Et vous voyez que cette lettre montre aussi tout l'attachement qu'il avait pour le Stift. Le fait qu'il se souvienne si bien, 50 ans après ce qu'il avait fait dans la salle du Cerf, et là sa mémoire ne le trompait pas, c'est tout à fait remarquable. Et donc Schweitzer, nous allons le laisser là, il va partir pour chercher son prix Nobel, il va faire la une des journaux, on l'a déjà qualifié 7 ans auparavant de plus grand homme du monde, il sera dans Paris Match, Point de vue, Image du monde, et puis à partir des années 1960, il y aura des témoignages parfois un peu moins sympathiques qui lui seront adressés, et surtout un peu plus injustes, mais cela ne l'empêchera jamais d'accomplir son œuvre. En 57-58, il prononcera 4 appels tout à fait remarquables contre l'atome. Il perdra aussi son épouse Hélène en 1957, et puis il reviendra en Afrique pour accomplir son œuvre. Voilà, je vous ai assez parlé, mais j'espère que ces petits chemins de traverse liés au Stift, qui lui aussi m'est cher, parce que j'ai moi-même été stiftien, et je ne veux pas comparer les petites choses avec les grandes, j'espère que ces chemins de traverse vous auront montré comment une exploration patiente des sources de Schweitzer peut encore nous apporter des choses inédites. Merci beaucoup à vous. Alors, nous pouvons passer à un temps de questions. Donc, n'hésitez pas, je vais peut-être lancer le second micro pour pouvoir le faire circuler dans la salle et que Mathieu Arnold puisse vous répondre en même temps. Y a-t-il donc des questions? Alors, on va les faire dans l'ordre des rangs. Pour votre Arnold, merci pour votre conférence. Parmi les différents qualificatifs que vous avez cités dans votre ouvrage, à savoir médecin, pasteur, théologien, philosophe, psychologue, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît, je dirais, plus éminent par rapport à d'autres qui ont contribué à ce devenir extraordinaire d'Albert Schweitzer, humaniste universel? Merci. Alors, non, il y a évidemment des qualificatifs qui sont plus familiers pour moi. Je suis plus théologien que philosophe, mais je crois qu'on ne peut pas dire que pour Schweitzer, il y aurait quelque chose qui aurait compté plus que le reste. Ne serait-ce que la musique, c'est tout à fait important pour lui durant toute sa vie, et pas seulement pour récolter des fonds pour l'hôpital, mais c'est quelque chose de, lorsqu'il dit Bach est pour nous un consolateur, par exemple, le fait qu'il se fasse apporter un piano anti-thermite à Lambaréné. Donc la musique, c'est capital pour lui, et ça lui a ouvert la porte de milieux
qui n'auraient pas été les milieux d'un théologien, qui n'auraient pas été, ou d'un philosophe. Le médecin, lui, bien sûr, mais seulement à partir des années 1905-1906. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça je l'avais déjà dit dans les années alsaciennes, Schweitzer ne voulait pas d'emblée partir en tant que médecin. Dans son autobiographie, il dit « J'avais assez parlé, maintenant je voulais agir ». Mais en fait, dans ses lettres de candidature à la Société des Missions, il veut partir en tant que missionnaire pourvu de compétences médicales. Et ce n'est que finalement, au début de ses études de médecine, que ses professeurs, qui étaient vraiment des sommités dans le domaine de la médecine, on avait des prix Nobel et autre chose, c'était tout à fait des gens qui ont fait des découvertes extraordinaires, l'ont convaincu de faire des études de médecine complètes. Ce qu'il a fait donc en plus de ses charges de professeur et de pasteur. La seule chose avec laquelle il a triché, mais très rarement, là il faut que tous les pasteurs tendent l'oreille, c'est que à l'une ou l'autre reprise, il était trop fatigué pour rédiger une nouvelle prédication pour ses paroissiens de Saint-Nicolas, et comme jamais il leur a prêché 2 fois la même chose, il a fait un échange de chair avec son beau-frère à Oberhausbergen, et il a dit, là j'ai prêché un vieux sermon, j'espère que Dieu me le pardonnera. Et c'est la seule concession au travail qu'il ait pu faire. Non, donc je crois, et puis souvent il se disait aussi philosophe, et puis c'est la philosophie du respect de la vie. Donc, et s'il avait voulu choisir, il aurait pu accepter, même dans les années 20, une chaire en théologie. On lui en a proposé à Marbourg, on lui en a proposé en Suisse, et l'aide aurait sans doute été très contente parce qu'elle aurait une vie plus stable, mais je crois qu'il ne voulait pas choisir. Et c'est cette universalité qui évidemment lui pesait parce que ça fait du travail, mais c'est aussi ce qui lui plaisait. Un immense merci pour cette présentation vivante de cette personnalité aux multiples facettes. J'aurais juste un regret, puisqu'on est à Strasbourg, en tant que modeste lecteur de la BLUS, il y avait, il y a 3 semaines, une grande présentation de la plupart des écrits de M. Schweitzer. Et ceci, actuellement, a disparu. Et tout ce qui est sur Schweitzer s'est mis au milieu d'autres personnalités sans doute remarquables, mais il n'y a plus la présentation de Schweitzer. Alors qu'on est théoriquement dans la même chose. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que moi je n'ai pas été informé de ces écrits de Schweitzer qui ont été mis en valeur, donc je me félicite, mais c'est vrai que j'aurais pu mentionner aussi, bien sûr, alors je n'ai pas fait le tour des lieux, n'est-ce pas, de Strasbourg, il fallait mentionner le palais universitaire, il fallait mentionner bien sûr la BNU qu'il a connue et dont il a utilisé les ressources pour écrire son histoire des recherches sur Jésus, et BNU à laquelle il a donné aussi beaucoup d'ouvrages personnels, une bonne partie de sa bibliothèque. Donc, ça fait en effet partie, merci beaucoup de le rappeler, des lieux incontournables quand on va sur les traces de Schweitzer. J'aurais aussi pu mentionner bien sûr Saint-Guillaume, chœur avec lequel il donnait de très nombreux concerts pour justement faire mieux connaître l'œuvre de Bach au début du XXe siècle. Merci en effet de cet ajout. Mais il y avait une très belle exposition. Alors comment dirais-je, la BNU avait fait son travail en 2015. Il y avait une exposition tout à fait remarquable. Et le catalogue existe encore. On peut l'appeler Albert Schweitzer entre les lignes. Et c'était vraiment toute la grande salle d'exposition de la BNU, était prise par cette exposition Schweitzer qui était vraiment très remarquable. Et aujourd'hui, on a la chance que quand il y a des expositions de cette qualité, il y a aussi des catalogues généralement qui sont à la hauteur, qui perdurent. Voilà. Donc je tenais à le souligner. Moi j'ai juste une remarque.
il devait avoir une capacité de travail énorme. Combien d'heures de travail par jour? C'est évidemment très difficile à estimer, mais quand Victor Nesman se trouve à Lambaréné, il dit le docteur me fait honte parce que c'est celui qui se couche le plus tard et c'est celui qui se lève avant 7 heures. Donc en effet, il avait la chance d'avoir une santé tout à fait remarquable, une grande capacité de travail. Il savait aussi ne pas se disperser. Lorsqu'il fait sa thèse de doctorat, eh bien, il l'a fait sur un sujet qui en partie lui est familier, parce qu'elle porte sur la scène, et le travail de maîtrise, qui était à l'époque un sujet unique, imposé à tous les étudiants, c'était très différent d'aujourd'hui, portait en partie sur la scène. Donc il savait aussi utiliser ce qu'il avait déjà fait, mais je ne dis pas qu'il s'est recopié. On l'a vu pour les prédications. Donc une capacité de travail tout à fait remarquable, et puis bien sûr, il n'avait pas les distractions, la dispersion qui peut nous guetter aujourd'hui. Pour Schweitzer, le seul fait de se rendre dans un cinéma, c'était un divertissement tout à fait inutile. Alors je ne vous parle pas de tout ce qui pourrait y avoir d'autre. Donc, Philippe Jung, paroissial du Temple Neuf, ancien bibliothécaire à l'Institut d'Histoire d'Alsace et ancien professeur d'histoire. Je vais argumenter sur ce que vous avez dit de très intéressant concernant la popularité d'Albert Schweitzer dans la vallée de Münster. Les hasards de l'histoire des familles alsaciennes, où on était divisé entre les francophiles et les germanophiles, bien sûr, font que mon arrière-grand-père paternel était directeur de la Realschule de Münster en 1914. Quand les Français arrivent, tout de suite il est mis en camp avec le maire de Münster, avec différents pasteurs, différents notables de la région de Münster. Au même moment, mon grand-père qui est né en 1996, Annie Rieger, avec son abitur, tout de suite, on lui demande d'être volontaire pour partir en Prusse orientale, pour aller battre les Russes. Donc mon arrière-grand-père paternel de Münster était prisonnier des Français dans un camp spécial qui s'appelait Garnison, au moment où son propre fils, qui est le deuxième fils, au moment où son propre fils se battait sur le front Est avec l'armée normale, l'armée allemande. Le clivage était d'autant plus pernicieux, j'allais dire, ou profond dans la famille, que mon grand-père était le deuxième fils. Et un premier fils qui a toujours été, mais jusqu'en 1944, il a fondé quelqu'un qui était volontaire dans la Luftwaffe. Et donc, les familles étaient divisées dans la vallée de Münster, comme dans toute l'Alsace, comme à Strasbourg, comme partout. C'est un contexte de tension qui est souvent difficile à comprendre pour les gens de nos jours. La question c'est, effectivement, dans quelle mesure Albert Schweitzer est arrivé à jongler avec cette tension entre les deux sensibilités. Ce que vous dites de sa popularité dans la vallée de Münster, ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Il y a un très beau volume qui est apparu, qui s'appelle Mon Schweitzer. On a des témoignages d'habitants de Münster. Et moi, je peux vous raconter quelque chose. En tant qu'étudiant en théologie, dans les années 80, j'avais le droit de participer aux assemblées de l'inspection de Colmar. Et je sais que quand on parlait des résultats de la cible missionnaire, vous savez, ou de la cible pour le développement, dans la vallée de Münster, la moyenne des dons pour la mission et pour le développement, ça a peut-être changé, mais était extraordinairement plus élevée que dans les autres consistoires de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine. Et ça, c'était lié clairement à l'action de Schweitzer. Merci pour votre belle présentation. Voilà, Schweitzer est aussi connu comme je dirais un apôtre du vivant, de la vie et du respect de toute la vie végétale, animale, etc. De quand, est-ce que vous savez de quand date cette... et comment ça a évolué? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Comme je sais qu'il y avait plusieurs conférences qui sont plutôt philosophiques, je m'étais dit que ce sujet était traité, mais vous avez raison de le souligner parce qu'il est lié
à la fois à son activité de prédicateur et à son activité de professeur. Dans ses écrits autobiographiques, il parle de ce voyage sur l'Ogooué en 1915, lorsqu'il se rendait aller soigner la femme d'un missionnaire, et puis à ce moment-là, lorsque, soleil couchant, il croise une bande d'hippopotames, qui étaient quand même les animaux les plus dangereux pour les gens qui se trouvaient sur le fleuve, lui apparaissent les mots « respect de la vie ». Alors, nous savons que lors d'un des derniers cours qu'il a donné à Strasbourg, en février 1912, qui n'était pas un cours sur le Nouveau Testament, il avait eu l'autorisation de donner un cours plus philosophique à la faculté de théologie, il a prononcé le mot « respect de la vie », et clairement en lien avec le fait d'épargner des vies les plus insignifiants des insectes, dit-il, ou des vies donc animales ou végétales. Et puis, ensuite, il faut attendre 1919, ou plutôt 1918, pardon, l'automne 1918, après l'armistice, la première prédication qu'il prononce après l'armistice, et qui est une prédication qui n'est pas du tout nationaliste, où il ne parle jamais des Allemands ou des Français, où il parle de la faute qui a été du fait de mépriser la vie avant-guerre qui a conduit à la catastrophe. Et là, dans ce sermon du 24 novembre 1918, il dit que le respect de la vie soit désormais la loi d'airain qui gouverne le monde. C'est la première fois qu'il en parle dans une prédication. Et après, quand il donc revient sur cette idée en 1931, il l'attribue à son voyage sur l'Ogooué. Moi, je pense que dans son premier cours, il peut vous arriver de trouver les mots et de ne pas tout de suite en mesurer toute la portée. Et donc les mots, il les a prononcés dès 1912, et je pense que c'est dans un autre contexte, en effet en Afrique, qu'il s'est rendu compte de toute la portée de cette expression. Et puis après la Première Guerre mondiale, là il est clair qu'il fallait des mots nouveaux, parce que, eh bien, vous avez des nations soi-disant chrétiennes, où on avait prêché depuis 1900 ans l'amour du Christ, qui s'était étripé joyeusement en revendiquant chacune le soutien de Dieu. Et donc là, dans ses prédications, il insiste sur le respect de la vie, et puis après il développe cette notion. Le premier écrit dans le philosophique dans lequel il développe cette notion, qu'il faudrait retraduire en français, c'est la philosophie de la civilisation, la Kulturphilosophie de 1923, qui paraît dans 2 tomes. Vous savez quand ça a été traduit? En 1976 et en 1979, donc bien après la mort de Schweitzer, traduction française. Pourriez-vous juste dire un complément d'information sur son rapport avec le judaïsme? En tant que pasteur protestant, il me semble que Hélène Breslau était juive. Tout à fait. Alors, j'ai consacré une petite étude dans les cahiers Albert Schweitzer 2023 à cette question, parce que donc Hélène Breslau était juive, mais son père l'avait fait baptiser, elle et ses frères, quand ils étaient enfants, pour leur faciliter la vie dans une Allemagne où les juifs n'étaient pas totalement intégrés, mais pas de leur fait, bien sûr, mais du fait des antisémites. Et donc, généralement, quand les juifs décidaient de baptiser leurs enfants, ils choisissaient plutôt le protestantisme. Et Hélène, de fait, ensuite, elle a suivi une éducation religieuse tout à fait classique. Elle a fait sa confirmation, elle était membre du chœur de Saint-Guillaume, etc. Mais vous avez raison de souligner, donc, alors d'une part, on est tout à fait frappé par le nombre incroyable d'amis au plus haut niveau juif qu'avait Schweitzer. Je vous en donne un seul, Martin Buber. Martin Buber, un homme admirable, épatant. Je vous invite à lire la biographie de Dominique Bourrel, Martin Buber, sentinelle de l'humanité. Si on avait écouté Martin Buber, ça se passerait peut-être mieux au Proche-Orient. Aujourd'hui, en tout cas, c'était un ami de Schweitzer. On pourrait mentionner de très nombreux autres qui montrent aussi
que dans les années 1900 aux années 30, avant le Troisième Reich, eh bien, le judaïsme, culturellement, c'était vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Et donc, à chaque moment de la biographie de Schweitzer, on rencontre ses amis juifs, qui soient sociologues, qui soient philosophes, qui soient musiciens, etc. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est que même si à l'université de Strasbourg, on n'avait pas de prévention, je l'ai dit, pour les professeurs juifs, à la faculté de théologie protestante, il y avait quelque chose d'aussi remarquable, c'est que Schweitzer et d'autres néo-testamentaires ne forçaient pas, à la différence de leurs contemporains, le contraste entre Jésus et le judaïsme de son temps. Si vous prenez par exemple l'essence du christianisme de Adolphe von Harnack, théologien le plus célèbre qui paraît au début des années 1900, il dit, voilà, le message de Jésus, c'est l'antithèse absolue du judaïsme. Quand vous dites ça, quand vous ne soulignez pas l'enracinement de Jésus dans le judaïsme, vous alimentez l'anti-judaïsme, peut-être même l'antisémitisme. À Strasbourg, Schweitzer notamment, mais d'autres aussi, soulignaient l'enracinement de Jésus dans le judaïsme, y compris dans les articles qu'il publiait pour l'ancêtre du messager évangélique, des articles de vulgarisation. Il disait, souvent aujourd'hui j'entends des gens qui critiquent les pharisiens, mais je serais très content si j'avais des paroissiens aussi pieux que les pharisiens. Donc, pas d'anti-judaïsme chez Schweitzer et ses collègues dans le domaine du Nouveau Testament. Donc, merci là encore d'avoir complété sur ce point qui est important. Oui. Vous avez abordé la question du respect de la vie, avec le respect de la vie à la fois animale et à la fois végétale. Est-ce qu'on peut dire que Albert Schweitzer était un précurseur de la cause écologiste? Alors, sans spoiler, ce sera le thème d'une des conférences de la fin du cycle en octobre, spécialement dédié à cette question, mais... Oui, on peut le dire à bien des égards, pas seulement à cause de cette idée du respect de la vie, aussi parce que dans la pratique de l'hôpital, on voit qu'il vivait de manière très sobre, n'est-ce pas, le fait d'assurer l'indépendance alimentaire de l'hôpital, de ne pas chercher des produits trop loin, dans cette sobriété qui était caractéristique de Schweitzer, dans le fait de vivre en harmonie avec l'environnement et non pas en surplomb et en prédateur de l'environnement dans lequel on est, oui, tout à fait, Schweitzer était un précurseur de cette cause, et c'est pour ça que j'espère un peu que, souvent quand je fais des conférences sur Schweitzer, parce que je n'ai pas toujours la chance d'avoir mes étudiants en théologie, vous rajeunissez un petit peu la moyenne d'âge, il faut le dire quand même, mais donc j'aimerais bien que les jeunes aussi voient tout l'intérêt, n'est-ce pas, de la pensée de Schweitzer, par ce biais, pas par ce biais seulement, mais aussi par ce biais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arnold, pour la clarté de vos écrits, autant que pour la clarté de vos propos. J'ai une question un peu particulière qui m'a passé par la tête tout à l'heure de façon assez bizarre. J'y avais jamais pensé. Mais lorsque vous avez évoqué le 30e anniversaire de Schweitzer et cette mission humanitaire, est-ce qu'il serait évoqué quelque part que Schweitzer aurait choisi la médecine par imitation de Jésus qui guérissait? Tout à fait. Schweitzer, quand vous prenez ses sermons, il a toujours distingué dans les récits relatifs à Jésus un certain nombre de miracles, comme le fait d'apaiser la tempête ou de marcher sur l'eau, d'autres choses, auxquels il ne croyait pas trop, et les miracles de guérison auxquels il accordait foi. Et donc la question, pourquoi partir aussi en tant que soignant, lui, et pourquoi à 30 ans, en effet, le parallèle
avec Jésus, il est manifeste. Et alors, le premier qu'il a souligné dans un article tout à fait admirable, et c'est un lointain successeur de Schweitzer, c'était Étienne Trocmé. Étienne Trocmé, qui était professeur de Nouveau Testament, et dans la revue d'Histoire de philosophie religieuse, il y a un article tout à fait superbe où il dit, voilà, il estime aussi Trocmé que l'ascèse que Schweitzer s'est imposée jusqu'à l'âge de 30 ans le rendait aussi un peu semblable à Jésus. Voilà. Et puis la figure de Jésus, évidemment, est tout à fait fondamentale pour Schweitzer. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, sa première idée, c'était quand même pas de soigner, c'était d'éduquer. Recueillir des jeunes gens pour les éduquer, ça ne marche pas. À un moment donné, il évoque un autre projet. Mais rapidement, recueillir des jeunes gens qui sont en échec scolaire, là encore, pour essayer de les éduquer, voire recueillir des vagabonds ou des sortants de prison, toujours pour les éduquer. Donc il y a ces deux choses. Et pour la mission, c'était pareil. C'était les soins, mais c'était aussi l'éducation au sens de libérer de la crainte qui parfois peut être associée aux compréhensions traditionnelles du monde. Bien, je pense que nous avons eu un nombre assez sérieux de questions.